L'histoire de l'Anatolie est associée à de nombreuses grandes civilisations de l'histoire mondiale. Cependant, l'histoire la plus récente a été écrite par les Turcs, qui ont habité et gouverné l'Anatolie pendant environ un millénaire. On pense généralement qu'à l'époque des croisades, la tribu turque des Seldjoukides a migré vers l'Anatolie, qu'elle a mené quelques guerres contre Byzance et que, soudain, sortis de nulle part, les Ottomans sont apparus, ont conquis Constantinople et sont devenus un empire mondial. Mais l'histoire n'est pas aussi simple. Un tel récit implique qu'en dehors des Seldjoukides et des Ottomans, il n'y a pas eu d'autres empires ou principautés turques, ou du moins qu'ils ne méritaient pas d'être mentionnés, et que seuls les Seldjoukides et les Ottomans ont influencé l'histoire turque. Mais pour comprendre pourquoi la Turquie est habitée par la plupart des personnes appartenant à l'ethnie turque, pourquoi la culture turque est devenue si dominante et comment la chute des Seldjoukides est liée à l'ascension des Ottomans, nous devons examiner la période même qui est largement ignorée dans les représentations médiatiques. En effet, après la chute de la maison des Seldjoukides et avant l'établissement du sultanat ottoman, l'Anatolie était divisée en de nombreux petits États, les beyliks. L'Anatolie a été habitée par de nombreux peuples différents au cours de milliers d'années. Les Hittites indo-germaniques régnaient autrefois sur de grandes parties du pays à partir de l'actuel Ankara et ont livré des batailles épiques aux Égyptiens, ce qui a donné lieu au premier traité de paix enregistré au monde. Plus tard, les Grecs de l'Antiquité ont colonisé principalement la côte occidentale de l'Anatolie, appelée Ionie, et ont ainsi interagi avec les peuples du Proche-Orient. Ensuite, les Perses et les Macédoniens ont régné sur l'Anatolie pendant un certain temps, jusqu'à l'apparition des Romains. Après la désintégration de Rome, l'Empire romain d'Orient s'est divisé. Constantinople, anciennement appelée Byzance, s'est épanouie pour devenir le nombril du monde. Ses dirigeants, les Byzantins gréco-romains, sont restés les maîtres incontestés de l'Anatolie pendant des siècles, même les Perses sassanides n'ont pas pu changer cela. Même les Arabes, après avoir proclamé leur califat, n'ont pu prendre possession de cette ville cosmopolite. Elle était considérée comme intouchable, jusqu'à l'arrivée des Turcs. Leur souverain était appelé bey. Ils ont façonné le destin de l'Anatolie pendant environ 2 siècles, de la Bithynie à la mer Égée, de la Lydie au pont et de la mer Noire à l'extrême sud-est de l'Anatolie, avant que l'Empire ottoman ne prenne le relais. Ils étaient parfois amicaux, et souvent hostiles les uns aux autres. Un beylik était, traduit grossièrement, une principauté. La racine du mot « bey » est utilisée aujourd'hui comme une forme d'adresse pour dire « monsieur ». À l'origine, cependant, il signifiait « supplier ». C'était le nom donné aux chefs des tribus turques d'Asie, notamment à l'époque des Gökturks, au VIe et VIIe siècle. Et ceci nous amène aux Seldjoukides. Avant de migrer vers l'Anatolie, les Seldjoukides représentaient une branche de la fédération des Oghuz. Les Oghuz étaient un ensemble de 24 tribus turques qui, après la disparition des Gökturks, s'étaient dirigées vers l'ouest et s'étaient installées près de la mer d'Aral. Un lac qui s'est asséché au cours des dernières décennies et qui est pratiquement inexistant aujourd'hui. Au 8e siècle, cette région est devenue non seulement la nouvelle patrie des Oghuz, mais aussi le terreau de nouveaux empires turcs puissants. Car parmi les 24 tribus qui formaient la fédération, certaines sont considérées comme les ancêtres de certaines dynasties turques. Ainsi, Seljuk, l'homonyme des futurs Seldjoukides, appartenait à la tribu Oghuz de Kinik. Après la mort de son père, il s'était élevé pour devenir leur béguine. Les Kiniks furent probablement aussi les premiers Turcs Oghuz à se convertir du tangrisme à l'islam. Les fils de Seljuk portaient des noms comme Etzger et Israël. Lorsque la guerre éclate dans le voisinage entre les Karakhanides turcs et les Samanides perses, les Oghuz ne parviennent pas à adopter une position unifiée dans le conflit. Ce fut probablement la raison finale du départ de Seljuk des autres tribus. Sa tribu Kay a quitté la fédération et a migré vers le sud. En commençant par le Khorasan, ses fils et successeurs, notamment Turul Beg, conquirent de nouvelles terres de pâturage, mais se sédentarisèrent également dans une certaine mesure. Turul, qui signifie « halcon », se voit même attribuer le titre honorifique de sultan par le calife abbasside, après avoir placé l'Iran et l'Irak sous son contrôle.
Les Turcs deviennent soudainement une faction puissante au Moyen-Orient, qui avait été divisée en petits morceaux pendant des siècles. Tuğrul en est pleinement conscient. Son neveu, le célèbre Alp Arslan, en tant que sultan du nouveau Grand Empire, a vaincu les Byzantins à la bataille de Manzikert en 1071. Il s'agissait en fait d'une victoire symbolique. Mais Alp Arslan a ainsi jeté les bases de la conquête de l'Anatolie. Si les Seldjoukides ont déclenché les croisades en Palestine, ils ont accessoirement chassé les Byzantins d'une grande partie de l'Anatolie après des siècles, s'arrêtant finalement à Constantinople, comme les Perses et les Arabes avant eux. Mais les Seldjoukides ne sont pas venus seuls. Car les autres tribus de la fédération d'Oghuz s'étaient également mises en route après les succès de Tuğrul Beg. La majorité d'entre elles se sont d'abord installées en Iran, puis ont progressivement migré en Anatolie vers 1100. En masse. Le sultanat des grands Seldjoukides s'est désintégré au XIIe siècle, mais la dynastie des Seldjoukides, Tuğrul, Alp Arslan et compagnie avait déclenché deux évolutions majeures. Premièrement, les croisades de l'Occident contre les États musulmans du Levant. Deuxièmement, la migration des familles turques de la mer d'Aral aux portes de Constantinople en passant par le Proche-Orient. Il en résulte un bouleversement socio-économique massif en Anatolie. Mais les Turcs ont changé non seulement le visage de leur nouvelle patrie, mais aussi le leur. En se mélangeant aux indigènes, leurs gènes ont changé, donc leur apparence, mais surtout dépend de leur culture. Bien que les éléments d'Asie centrale de la Teur et du tangrisme, c'est-à-dire la tradition et la religion turque, aient survécu dans la société turque jusqu'à ce jour, une adaptation aux conditions locales a eu lieu. Au XIIIe siècle, la majorité des Anatoliens étaient d'origine turco-asiatique centrale avec une saveur islamique orientale. Byzance offre une forte résistance, mais ne peut empêcher l'installation des Turcs. Alors que la situation politique s'était éclaircie, une nouvelle puissance est apparue en Asie orientale, les Mongols. Après avoir détruit les Turcs cumans en Europe de l'Est, ils ont envahi l'Anatolie en passant par le Caucase, ont tué le sultan seldjoukide Kaikobad Ier à la bataille de Kösda en 1243 et sont devenus les nouveaux souverains de l'Anatolie. Bien que de nombreuses principautés et royaumes aient cédé aux Mongols par crainte pour leur sécurité ou même se soient joints à eux, et que les Seldjoukides n'aient jamais repris le pouvoir, les Orientaux avaient enclenché un formidable processus qui permit la naissance de nouveaux empires turcs. Car les conquêtes hostiles, d'une part, et la perte de souveraineté politique, d'autre part, ont encouragé de nombreux petits princes à se rebeller contre les Mongols et à créer leur propre État. Peu à peu, les Bey d'Anatolie ont déclaré leur indépendance. Avec l'aide de résistants venus de toute l'Anatolie, mais aussi de la Perse occupée, ils parvinrent à affaiblir le pouvoir des oppresseurs. Les Sobanulars au nord et les Karamanides au sud furent parmi les premiers. D'autres factions se sont installées dans l'ouest de l'Anatolie, ont déplacé les Byzantins et ont déclaré leur indépendance, notamment les États de Mantesh et de Saruhan. L'empire mongol s'est ensuite scindé en 4 grandes parties, et les Ilkhanides, qui étaient censés administrer la région allant de la Perse à l'Anatolie, ont progressivement perdu leur autorité. En 1300, la majeure partie de l'Anatolie occidentale avait été libérée de la domination mongole. Parmi les nouveaux beys se trouvait un certain Osman, qui avait établi son propre duché près de Bursa. La famille d'Osman était issue de la tribu Kayi, qui, comme les ancêtres de tous les autres beys, avait également fait partie de la fédération d'Oghuz. Vers 1336, l'ensemble de l'Anatolie retrouve son indépendance. Avec l'empire de Trabzon sur la mer Noire et l'empire byzantin en Thrace, toute l'Anatolie est désormais gouvernée par les beys turcs. À l'époque des Beyliks, la culture turque s'épanouit en Anatolie. Tout d'abord, la langue, les Seldjoukides, au cours de leur migration à travers l'Iran, avaient déclaré l'écriture persane langue officielle à la cour du sultan. Les Seldjoukides de Rome en Anatolie s'y sont tenus. Mais les Beyliks abandonnèrent le persan et déclarèrent le turc langue officielle dans leur royaume. Le premier beylik dans lequel ce changement est devenu officiel est celui de Karaman. Le fils du fondateur de l'État, Karman Bey, un homme nommé Mehmet, a déclaré le turc langue officielle par décret le 12 mai 1277. Son décret stipulait littéralement ce qui suit. Désormais,
Personne au palais, dans les ministères, au conseil et dans les rues ne pourra parler une autre langue que le turc. Ce fut un acte révolutionnaire, car les autres beyliks suivirent l'appel. Peu à peu, le turc est devenu la lingua franca dans toute l'Anatolie, y compris dans les sciences et la littérature, même s'il n'a pas complètement supplanté des langues comme le grec, l'arménien ou le persan. Yunus Emre est considéré comme le plus célèbre de tous les poètes turcs. Il a vécu à Eskişehir, dans le nord-ouest de l'Anatolie, pendant cette même période. Ses œuvres ont par la suite considérablement influencé les artistes et les intellectuels de l'ère ottomane. En l'honneur de Mehmet, une statue a été érigée dans la ville éponyme de Karaman pour symboliser ses actions pro-turques. Outre les changements linguistiques, les Turcs ont commencé à construire de nombreux bâtiments au cours de cette période, notamment des mosquées, dans lesquelles un nouveau style architectural est évident. Avec l'adoption des arts anciens que les Seldjoukides avaient apportés en Anatolie sur la base du persan, la sculpture sur bois et sur pierre, les tuiles et autres ornements trouvent leur place. Parmi les exemples, citons la mosquée Isab près d'Izmir, construite par les beyliks d'Aydin, et l'Aka Medrese, commandée par Ali Bey de Karaman. Mais comme souvent dans l'histoire, surtout dans l'histoire turque, les ducs d'Anatolie se disputent le pouvoir. Les plus grands beyliks en superficie étaient ceux des Karamanides et d'Eretna. Contrairement à tous les autres beyliks, Eretna était gouvernée par une famille dont on dit qu'elle était d'origine ouïghour. Eretna, le fondateur de la dynastie, comme d'habitude, l'éponyme du nouvel État, était venu en Anatolie avec les Mongols. Il s'était ensuite révolté contre Ilkhan, puis s'était enfui en Égypte, avait obtenu un morceau de terre en Anatolie orientale par l'intermédiaire d'un souverain d'Azerbaïdjan et était revenu, puis s'était révolté contre l'Azerbaïdjan et avait finalement déclaré son indépendance. Eretna a déclaré Siva capitale de son empire et a régné sur des villes telles que Nigd, Ankara, Amasya et Sansin. Il a pu réaliser tout cela grâce à une promesse de protection de la part des Mamelouks. L'histoire mouvementée de cet homme est emblématique de l'opportunisme qui était courant en Anatolie à cette époque. Ses sujets étaient satisfaits de son règne et lui conféraient, lui qui était un érudit en privé, le titre de « prophète à la barbe fine ». Les successeurs d'Eretna n'ont pas eu beaucoup de succès. Après plusieurs rébellions, l'État se désintègre. À l'ouest, de grands territoires passèrent aux Karamanides et aux Ottomans, et à l'est aux Akakoyunlu. Karaman a pu tenir plus longtemps. Ce beylik était l'État le plus puissant de l'Anatolie du XIe siècle. La dynastie régnante, mais aussi les habitants comigrateurs, se considéraient comme des descendants des Afshar, une autre tribu de la fédération d'Oghuz. Après avoir migré de l'Azerbaïdjan vers Siva et de là vers les montagnes du Tauru occidental, les Karamanides se sont installés en Cilicie. Lorsque les Mongols ont conquis les Seldjoukides de Rome, Karaman Bey a saisi l'occasion et a marché avec ses deux frères sur Konya, qui était à l'époque la capitale des Seldjoukides et le pivot de la politique anatolienne. Cependant, avec l'aide des Mongols, les Seldjoukides parviennent à vaincre l'armée de Karaman. Après la mort de ce dernier, Mehmet, dont nous avons déjà parlé, lève une nouvelle armée avec l'aide des tribus turques environnantes. En 1277, peu après la bataille de Göksu, Mehmet marche sur Konya. Après quelques allers-retours, Konya devient la capitale de la nouvelle Karaman beylik. Les Ilkhanides ayant perdu leur autorité sur l'Anatolie peu après, les Karamanides saisissent à nouveau l'occasion et étendent massivement leur territoire. En conséquence, des guerres éclatent avec les Ottomans en pleine ascension dans le nord-ouest. Après un certain apaisement, les Ottomans font face à la menace. Bien qu'il ait perdu les batailles, après l'invasion du seigneur de la guerre Timur venu de l'Est, il avait vaincu les Ottomans à Ankara en 1402, de nombreux beyliks turcs ont repris leur territoire aux Ottomans, y compris Karaman. Le beylik a tenu bon pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il soit englouti par les Ottomans en 1468. Karaman avait reçu l'aide de l'Akakoyunlu, l'autre grande puissance de l'Est. La mère de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, était probablement originaire de la région de Karaman. Aurait-elle également eu des liens familiaux avec la famille Karaman ? En dehors de ces grands empires, il y avait de nombreux beyliks plus petits en Anatolie. Le Dulkadir, par exemple, était composé des tribus oghuzes d'Afshar et de Baya et régnait sur le sud-est de l'Anatolie. Ils sont devenus des pions dans le conflit entre les Ottomans et les Mamelouks. À l'extrême ouest régnait la famille de Saruhan Beg, qui avait établi une principauté frontalière, petite mais influente, entre les Mongols à l'est et Byzance à l'ouest et avait contribué à la guerre d'indépendance des beyliks. Avec la montée en puissance des Ottomans,
le pouvoir des Béliques décline. Au cours du XVe siècle, ils étaient de moins en moins nombreux. Karaman était le dernier grand Bélique à résister, situé entre les Ottomans et l'Aka Koyunlu. Après que les Ottomans aient vaincu l'Aka Koyunlu en 1473, ils ont étendu leur domination au reste de l'Anatolie. Ainsi, l'ère des Béliques s'est terminée pour toujours. Depuis quelque temps, les Ottomans dominent le discours public sur l'histoire turque. Mais les Béliques célèbrent leur retour. Leur souvenir a beau s'être estompé, ils sont plus présents que jamais. Presque toutes les familles turques dont les ancêtres sont originaires d'Anatolie peuvent établir un lien avec l'un des Béliques. Certains ont des ancêtres qui ont émigré en Anatolie et se sont installés sous le règne d'un bey. D'autres peuvent même revendiquer une descendance directe de l'une des maisons régnantes. Quoi qu'il en soit, les Béliques ont laissé une trace durable dans l'histoire de la Turquie et de l'Anatolie. Pour les historiens, le moins qu'ils puissent faire est de ne pas les oublier. Tengrim kovdasın, yer anamım ay korgasın, yer jarılıp şöp bolsun, yeli jarılıp süt bolsun, her bağım jar bolsun, kevdesi dolu ar bolsun. Amin.